Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 27 mai 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour prendre un petit peu de recul par rapport au BTC, et je vais faire une analyse aujourd'hui qui va comparer la corrélation entre le Nasdaq et le BTC pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer au niveau du BTC. Je vous avoue que c'est assez frappant quand on voit la perte de corrélation, ou pas, avec le Nasdaq, et vous allez voir que c'est pas forcément folichon ce qui est en train d'arriver, et il va falloir se préparer, je pense, à quelque chose qui risque d'être assez agressif dans les semaines qui arrivent, et je pense qu'on risque de passer un mois de juin, voire juillet, qui risque d'être dans le rouge. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. On commence du coup avec une vision rapide mensuelle sur le Total Index pour voir qu'on est bientôt dans une forme de clôture mensuelle. Donc mercredi, ce sera la fin du mois de mai. On rappelle l'adage Sell in May and go away. Donc là, ça se passe plutôt bien sur le BTC dans cet adage. On est plutôt dans cette schématique là. On a une clôture du coup de 4 mois d'affilée d'accélération dans lequel on est en train de retracer. Alors juste pour vous donner bien une belle perspective, hein, on a fait quand même un plus haut avec 89% de performance sur 4 mois, ce qui est juste colossal, et on a retracé donc du top jusqu'au plus bas qui a été fait, donc pas le plus bas actuel, enfin le plus bas qui a été fait sur la petite time frame, et pas la bougie, le cours actuel. On est à 16,5, donc on est sur un petit retracement d'un mouvement qui a été relativement bullish. Donc déjà, là on le sent mal parce qu'on a quand même une série de semaines qui sont plutôt dans le rouge, mais on a fait quand même d'excellentes performances depuis 2023, c'est très important de le retenir. On a vraiment une très bonne performance, plus 89%. Donc là déjà c'est très important. Ensuite, cette clôture-là, c'est le symbole aussi d'un retracement structurel normal d'un cours qui est en train de performer dans un univers, dans un écosystème qui est très compliqué actuellement. Je rappelle que on a des news fondamentales autour de la macroéconomie qui sont très compliqué avec la crise bancaire aux US, la possible récession qui risque d'arriver aux USA, l'augmentation des taux, et j'en passe. On a vraiment quelque chose de macro qui est très compliqué. Oui, bon, on ira le voir tout à l'heure que c'est pas forcément ce que les graphiques sont en train de nous montrer, mais à côté, on a surtout quelque chose qui est très compliqué pour la crypto en elle-même. On a une pression réglementaire très forte. Donc vraiment très forte, donc forcément on a quelque chose qui va avoir du mal à décoller, qui va avoir du mal à respirer, tant qu'on n'a pas, notamment aux USA, quelque chose qui est beaucoup moins flou au niveau de la SEC, au niveau du positionnement de la SEC, au niveau du positionnement des assets numériques par rapport à la SEC et à la réglementation existante au niveau des securities. On va voir au niveau du CME, donc Chicago Mercantile Exchange en weekly, parce que nous avons clôturé encore une semaine. Là-dessus, déjà, regardez bien la différence. Là, on a déjà quelque chose qui est un petit peu plus structuré, qui nous parle un petit peu plus, parce qu'on rentre dans la time frame, parce qu'on rentre justement dans l'analyse, et on se rend compte que sur le CME qui clôture, du coup, ton vendredi, on voit que on a 2 dernières semaines qui ne sont pas dans le négatif, qui sont dans le positif, certes, avec des bougies qui sont légèrement positives, mais globalement, ce qu'on est en train de nous dire, ici, ces 2 semaines, c'est qu'on est dans une forme de range. On n'a pas bougé en termes de prix, quasiment pas. À peu de choses près, on a dû faire même pas 1% en termes d'écart de semaine en semaine entre l'ouverture de la bougie et la clôture, on va regarder rapidement, mais voilà, on a fait 0,4%. 0,4% sur un actif qui à la base est quand même ultra volatile. Donc là, on n'a plus cette volatilité, on a quelque chose qui est vraiment plat, et ça, pour ceux qui ont l'habitude de lire les bougies japonaises, ça c'est un véritable signe d'indécision. On a un cours qui ne veut pas s'effondrer et qui est en train de maintenir. Et c'est toute la réflexion de cette vidéo. La réflexion de cette vidéo va être autour de pourquoi on est en train de maintenir, pourquoi on ne s'effondre pas, et justement, qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette notion de corrélation au Nasdaq qui, à la base, est censée être très forte. C'est-à-dire que, normalement, le Nasdaq est censé nous emmener avec lui. Et on va justement rentrer un petit peu plus dans le détail. On va regarder rapidement, ici toujours vu BTC, daily, on est entre l'IMA 50 et l'IMA 200, 200 qui est en train de se diriger doucement vers la ligne de coup de rupture à 25 200, ligne de coup que je vous parle depuis assez longtemps, dans lequel on a le Selling Climax, l'Automatic Rally, STB, Spring, donc l'accumulation de week-off classique que l'on retrouve sur le CME, qu'on retrouve partiellement sur le Total Index classique, et on a bien cette rupture ici de la R, qui est très importante ici, parce que c'est en même temps une rupture qui est propre à l'analyse week-offienne, oui, mais aussi chartiste, dans lequel on voit des W qui sont en train d'être
éclaté par une ligne de coup, avec derrière un retest potentiel pour repartir à la hausse. Donc ça veut dire qu'on a un appel de prix très très fort dans les 25 200. Ça, je reviens juste pour vous réexpliquer quelque chose que je vous ai donné déjà depuis assez longtemps. Mais quand on revient sur la vue daily, on voit bien cette notion ici d'indécision très forte. On voit très bien qu'on est pris en sandwich entre l'EMA 50, donc c'est-à-dire la moyenne court terme et la moyenne long terme. Donc la moyenne court terme est en train d'avoir un infléchissement, donc qui est classique par rapport à ce qu'on est en train de voir, et ici la moyenne long terme qui est toujours portée par l'accélération qu'on a eue. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir cette dichotomie entre les deux, un potentiel shift qui est en train de se faire, qui est en même temps marqué par le RSI. Donc le momentum est en train de s'affaisser, ça fait déjà depuis le mois de mai, où on est sur des bas, en fait, au niveau du RSI, mais on est en même temps dans une phase de compression au niveau du RSI, donc on est en train d'avoir un momentum qui est inexistant. Ça, c'est très important à retenir pour la suite, parce que ça sous-entend aussi, donc ce type de momentum-là, qu'il n'y a pas d'accélération, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il n'y a pas de mouvement structurel fort, alors qu'on a quand même des volumes. On a des volumes forts, parce qu'on voit bien qu'on a quand même des bougies au sein de la semaine qui bougent quand même relativement vite, hein. Je veux dire, quand on regarde le plus bas et le plus haut par exemple, on a quand même des mouvements de 7% qui sont existants, pourtant on a une clôture qui est en 1. Ça c'est très intéressant de le noter pour la suite, parce que là quand on regarde justement un petit peu l'order flow, sur quelque chose qui est long terme, donc là je suis sur une vision daily, donc quelque chose que je vous fais rarement, mais qui permet de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. On a ici la cassure de FTX. La cassure de FTX, donc qui était en novembre, où on a eu vraiment une inflexion du prix, avec derrière une prise de liquidité structurelle forte sur le total index, dans lequel on était allé chercher notamment le Selling Climax, qu'on n'était pas allé chercher avant dans l'accumulation, donc on est bien ici cette belle prise de liquidité, et ensuite on a eu un écrasement ici des volumes, une zone de léthargie totale du cours, mais pendant cette zone de léthargie, quand on regarde les top traders, on voit qu'on a eu une construction vraiment forte des longues, d'accord? Il y a eu une construction des longues, alors qu'on avait un CVD spot et un CVD perp qui étaient, enfin un CVD spot qui était en chute, un CVD perp qui était en train de se construire petit à petit, donc ça veut dire que ici on avait bien la construction des longues à travers le perp, et quand on regarde l'accélération, donc la rupture au niveau de la R et la premier test, ici, la rupture pardon de FTX et le premier test de la R, on voit qu'on a eu une inflexion ici du perpétuel. Une inflexion du perpétuel qui a rebaissé, et ici le CVD spot qui a continué à baisser. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a vraiment une divergence entre les CVD et l'état du cours. On a eu un cours qui continue à pousser, majoritairement, et même on regardait le RSI, on avait un momentum qui était plutôt baissier, donc on a une belle divergence baissière qui était mise en place, et on voyait justement un cours qui continuait à performer, et ici des longues qui continuaient à se construire. Mais des longues qui continuent à se construire avec derrière des CVD qui étaient en train de diminuer. Ça, c'était signe d'un fléchissement effectif. Par contre, ça sous-entend qu'on est en train de construire des longues, en tout cas façon de parler, ce sont les top traders Binance, généralement, que ce soit en termes de perp, que ce soit en termes de volume, ce sont des personnes qui sont vraiment à la limite du market making, sans être market maker, hein, on parle vraiment de gross whale, on est sur des choses dans lesquelles on accumule depuis novembre. On accumule depuis novembre des longues vraiment long terme. C'est pas parce que court terme actuellement on est plutôt sur du short pour aller chercher plus bas, que sur le long, on n'est pas vraiment sur de l'accumulation. Très important de le noter, parce que ça sous-entend, si je dois conclure sur la partie BTC, c'est que on est, oui, certes dans une inflexion, qui est plutôt classique par rapport à ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de retracement pour pouvoir retester des zones clés, mais sur le long terme, on reste très longue. Maintenant, on va se poser la question suivante. Pourquoi on est dans une zone de léthargie? Pourquoi on a ici ces deux bougies-là? Pourquoi on a ici une forme de ranging depuis plusieurs semaines, depuis le début mai? Alors, là-dessus, on a une pression baissière, oui, mais comment ça se fait qu'on va pas casser des zones plus basses, alors que on n'a pas de folie d'achat, on n'a pas de news structurelle suffisamment forte pour nous emmener en bas, et que on ne se cache pas, sur la macroéconomie, on a quand même des choses qui sont assez extraordinaires. Le Nasdaq qui nous a fait encore hier une très très grosse bougie, on a clôturé la semaine au niveau du 618 à 14 356, donc ce qui est juste impressionnant. On est revenu sur un order block structurel ici, on a bien validé la semaine au-dessus du breakout structure qu'on avait. Structurellement, on est dans quelque chose qui est des W dans des W dans des W avec quelque chose qui part à la hausse, donc on est vraiment dans un scénario, en tout cas Nasdaq, qui est excessivement bullish.
excessivement fort. Alors que normalement, sur le BTC, on est censé suivre le Nasdaq. Et c'est très important d'avoir cette réflexion-là, parce que, justement, la question, elle est comment ça se fait qu'on n'arrive pas à suivre? Comment ça se fait qu'on n'est pas aussi boule? Pourquoi on n'a pas continué cette accélération haussière? Pourquoi on n'est pas cassé les 30 000, 32, 33, 34, 35, alors que le Nasdaq est en train de faire des plus hauts de l'année continuellement? Voilà, globalement, c'est le dernier, il a cassé le haut de août 2022, d'accord? Donc là, on est en train d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus haut, au-dessus des 15 000. Mais comment ça se fait? C'est très important de le noter, et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire un ratio entre les deux. Donc le ratio entre les deux, c'est simple, on met le BTC qui nous intéresse, on le divise par l'élément qu'on veut comparer, donc pour moi le Nasdaq, et là-dessus on fait une analyse chartiste pour voir le ratio, l'évolution du ratio, qui représente la sur- ou la sous-performance de l'actif sur le Nasdaq. Bon, en l'occurrence, c'est le BTC que je compare au Nasdaq. Et là-dessus, ce qui est très intéressant de voir, c'est que on a quand même des patterns qui sont en train de se mettre en place. Quand on prend un petit peu de recul, ici, on voit qu'on a bien une impulsion baissière avec un retracement structurel qui est en train de se faire. Ok, on tire une extension de Fibonacci, on voit quoi? On voit le 1,1. 1,1 qui se trouve à 1,3 de ratio, et qui est pile poil la zone qui a été donnée sur le 14 novembre 2022. D'accord? Ça sous-entend que c'est l'arrêt de la tendance baissière qui s'est donné par rapport à l'impulsion baissière, donc qui avait commencé en fin 2021, où on avait une sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Et on voit qu'on a bien ici un Swift qui s'est effectué avec une surperformance du BTC par rapport au Nasdaq depuis cette période-là. Donc on a un BTC qui est en surperformance jusqu'à mi-avril. Et depuis mi-avril, on est globalement dans une forme de retracement, ici. Donc ça sous-entend que là, on a bien fait un break-off structure, on est bien en train de structurer dans une partie hausse, on a retesté ici un order block effectif, et globalement, on est en train d'aller retracer. Donc c'est normal d'avoir une sous-performance, techniquement, de BTC par rapport au Nasdaq, parce que techniquement, dans l'analyse chartiste pure, dans l'analyse technique pure, on est en train d'aller chercher des zones de liquidité, on a un order block en dessous qui se trouve là, pour pouvoir après structurer de cette façon-là, et repartir à la hausse. Donc là, on aurait bien ici quoi? On aurait aussi, pour ceux qui font du chartisme classique, des W qui se mettent en place, avec une rupture et une cassure haussière. Donc ça sous-entend aussi une continuité de la sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Ah, oui, mais aussi, ça expliquerait pourquoi on est un BTC qui, justement, range actuellement. Pour moi, j'ai tendance à vous dire que, heureusement, que le Nasdaq surperforme. Si le Nasdaq ne surperformait pas, pour moi, on serait déjà beaucoup plus bas. On serait déjà allé retester les 23 000, voire 24 000, les 618 avec 24 000, voire peut-être même plus bas, les 22 000 au 786, parce que, pour moi, le Nasdaq est en train de nous tenir. Si on regarde court terme, rapidement, on voit très bien ces bougies-là qui nous permettent d'aller chercher les zones de retest supplémentaires. Hop, ici, ça c'est une bougie qui est portée par le Nasdaq, pure, qui a suivi justement l'accélération haussière. Et très important à retenir, c'est que pareil, si on prend du recul, on se met en monthly, en monthly, par contre, là-dessus, on a quand même une pattern qui est en train de nous dire, regardez, on est dans une continuité baissière. On est en train de retester le 618, ici sur le Nasdaq. On est dans un momentum où l'économie US est quand même excessivement sous tension. On est dans une crise bancaire. On est à côté dans une continuité d'augmentation des taux. Potentiellement, il va y avoir un arrêt au niveau des taux, mais ce n'est pas sûr. On va peut-être encore augmenter de 0,25 avant d'avoir l'arrêt. On a derrière une crise de la dette. Alors, là-dessus, je reviendrai pas. J'ai couvert en long, large, en travers. Vous connaissez mon avis. Mais on a quand même une macro qui ne reflète pas, en fait, ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq. Alors oui, ça se reflète beaucoup plus au niveau du SP500. On a quelque chose qui, certes, performe, mais qui est plutôt flat. On n'a pas fait de break-off structure, on est toujours en train d'être tiré par le bas par en tout cas les cotations financières, mais on est quand même relativement, par les titres financiers, mais on est quand même relativement dans une pattern qui est haussière, dans une forme de consolidation. Oui, on a fait un plus haut au niveau de l'année, on a fait notamment deux plus hauts, de janvier 2023, puis après on a cassé ici janvier 2023, on a reclôturé quasiment une très belle bougie ici, on a ravalé la cassure baissière qu'on était en train d'avoir, donc on est quand même dans quelque chose qui, techniquement, on pourrait se dire, ok, oui, mais ça correspond pas à ce que je suis en train de voir au niveau de la partie pure économique. Donc beaucoup de personnes considèrent qu'ici on serait dans une forme de retracement qui va se mettre en place avec un retest du 786, potentiellement du 786 et du 618 actuellement, donc une continuité baissière, oui, qui va
arriver dans une forme de respiration du marché, et donc, dessus, on pourrait avoir une continuité de sous-performance du BTC, donc ça veut dire que on chuterait plus que le Nasdaq, et ensuite, passé un certain moment, on aura un shift avec potentiellement une continuité de chute du Nasdaq et une remontée du BTC. C'est un peu le même principe, ça veut dire que les liquidités qui sont actuellement en train d'être drainées par le Nasdaq et le SP500 parce qu'on a de la surperformance, retourneraient dans un actif qui serait plus volatile, parce que justement, on aurait une diminution des performances sur le Nasdaq et le SP500. Et là-dessus, on aurait un retour de la surperformance du BTC par rapport justement au Nasdaq. Donc pour moi, là, ce qui nous empêche de tomber, c'est le Nasdaq, parce que en même temps, là, si on avait un Nasdaq qui s'enfoncerait vraiment, on aurait vraiment une problématique au niveau du BTC, et il va falloir arriver à certains niveaux de justement du Nasdaq et du BTC pour pouvoir avoir ce départ, rechercher en fait les liquidités nécessaires pour repartir à la hausse. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là et cette notion. Et du coup, dans cette continuité, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce qu'il en est de l'ensemble des cryptos, moins le BTC. Ok, on parle beaucoup du Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est pas que ça. C'est aussi Bitcoin, c'est la représentation du gain de valeur, c'est la partie monétaire, la représentation de l'or numérique. Ok, mais qu'est-ce qu'il est de la technologie, qui est portée majoritairement par Ethereum, et toutes les autres blockchains, on va dire d'infrastructure, on va pas vraiment aller dans la finalité, mais on va représenter par Total 2, qui est globalement toutes les market cap, moins celle du BTC. Bon, voilà, ça nous représente à peu près 60% de la totalité du market cap. Et là-dessus, c'est beaucoup moins folichon. Je vous avoue que c'est beaucoup moins folichon, où on a quelque chose, pour rappel, ici, au niveau de la différence entre le BTC sur le Nasdaq, où on a quelque chose où on a fait un break-off structure, où on a vraiment une accélération, quelque chose qui est très propre techniquement, on se dit ok, on va faire un retour et on va repartir à la hausse. Ok, au niveau de la tech, bah c'est beaucoup moins bien, hein, beaucoup moins bien. On voit que on est dans quelque chose qui est plutôt dans une forme d'affaissement, avec une divergence qui est plutôt bearish au niveau du RSI. On n'a pas fait de break-off structure, donc on n'est pas allé chercher les tops de octobre, hein, d'accord. Donc là-dessus, on a vraiment la cassure de FTX très forte qui s'est effectuée ici, et on n'est pas retourné sur ces niveaux-là. Donc on n'a pas quelque chose qui est en up. Donc pour moi, on est quand même relativement loin de la alt season qu'on avait justement espoir de voir arriver. Je pense qu'on va arriver sur un plateau très fort au niveau de la dominance du BTC qui va être dans les 49%, et on va rester dans les 49, entre 47 et 49 pendant un certain temps avant d'avoir justement cette alt season et une libération des liquidités. Mais après, c'est en même temps logique, parce que clairement, on va pas se cacher que ce qui va faire la remontée ici de l'ensemble des cryptos, ça va être la partie vraiment réglementaire. Il faut que le flou diminue. On sait que, dans tous les cas, BTC ne peuvent rien faire. On sait que BTC est catégorisé comme commodities, par contre, tout le reste, ce n'est pas le cas. Et donc, on a ici cette cassure baissière qui représente le flou juridique et la peur réelle au niveau des cryptos, au niveau de la tech, qui sont représentées par des sociétés qui sont implantées aux USA dans leur exploitation. Donc forcément, on va avoir une sous-performance, le temps de pouvoir repartir. Et on voit que cette impulsion baissière avec le retracement nous amène ici à une target là, et on aurait un SC, STB, Spring, donc une très belle accumulation pour repartir à la hausse. Quelque chose qui fait ça, hop, et on repart à la hausse ensuite par la suite. Avec, ici, la mise en place de notre bon ami Alt Season qui arriverait pour cette fin d'année avec une léthargie du BTC qui ensuite transférerait ses liquidités à l'Alt Season pour repartir. Voilà un petit peu ma vision court, moyen terme au niveau de la macroéconomie générale et au niveau du BTC. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Et on terminera cette vidéo par notre sponsor qui est BingX, qui est justement mon nouvel exchange non KYC spécialisé dans les dérivatifs. Personnellement, j'ai déplacé tous mes dérivés sur BingX, dans lequel vous pouvez retrouver absolument tout pour pouvoir faire votre trading, donc du spot, des futurs. Je vous ai fait déjà une vidéo dessus dans laquelle je vous ai expliqué que la sensation de l'utilisation de BingX, on est vraiment très proche de celle de Binance. C'est de loin, je pense pour moi, la meilleure interface que j'ai utilisée au niveau des futurs, dans l'utilisation, dans la simplicité, dans le déplacement. Donc je vous invite à le tester si ça vous intéresse, c'est non KYC, et vous avez moins 10% sur vos frais de trading en bas, ainsi qu'un bonus jusqu'à 5 000 $ pour votre premier dépôt. Le lien est en description et en commentaire.